Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fera une analyse de Arbitrum. Donc, ARB, on fera une analyse assez complète. On parlera rapidement du fondamental. On fera une analyse technique aussi. Bon, la charte est assez récente, donc on fera une analyse assez rapide, surtout en daily. Ok, pour du long terme, weekly, monthly, la charte est beaucoup trop jeune pour aller sur ces unités de temps. Bah, ça, on peut pas, ça c'est impossible à analyser ce genre de charte. Donc voilà, on restera en daily. Et ensuite, on fera une analyse de la tokenomics de Arbitrum, chose que je n'ai jamais faite, même de mon côté. C'est pas un projet où je me suis fortement intéressé. Il y avait une grosse hype dessus, lors du listing ici, où tout le monde en parlait. Moi, personnellement, c'est pas. Pourtant, c'est un projet intéressant. D'un point de vue fonda, le projet est pas mal. Mais à ce moment-là, je sais plus, mais j'avais pas l'occasion, j'étais pas trop dispo. Donc voilà, je me suis pas trop penché sur le sujet. Alors Arbitrum, pour faire simple, ça va être un projet Layer 2 qui va avoir comme objectif d'améliorer la scalabilité d'Ethereum. On l'a vu Ether lors de son précédent bull run en 2020-2021. Pendant toute cette phase de hausse ici, le réseau a été congestionné. Il y a eu énormément de demandes, énormément de transactions qui passaient. Le réseau était congestionné, ils ont été victimes de leur succès. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et il y a, à partir de cette phase haussière là, il y a plein de projets qui sont développés dans le but d'améliorer la scalabilité, donc les performances d'Ethereum. Et ARB, c'est ce genre de projet qui est arrivé avec comme objectif améliorer cette scalabilité. Et il y en a pas mal de projets qui se créent de cette manière-là, parce que Ether c'est un peu le mastodonte, du coup il y a beaucoup de cryptos qui se rattachent à lui, avec comme objectif de l'améliorer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On voit il y a deux types de projets qui ont été créés, ceux qui cherchent à tuer Ethereum, les Ethereum killers, qui se sont créés dans le but de le remplacer. Malheureusement, premier arrivé, premier servi, Ether a arrivé bien avant tous ces ETH killers, et pour moi la confiance que les investisseurs ont sur Ethereum, on la retrouvera pas ailleurs. Et voilà, il y a l'autre partie qui sont un peu mieux adaptés selon moi, et au lieu de chercher à créer leur propre blockchain, de se dire ok, nous on veut concurrencer Ethereum et on est un Ethereum killer, nous on va créer juste un projet qui vise à améliorer Ethereum. Et voilà, il y a énormément de projets comme ça qui se créent et qui sont vraiment intéressants, plutôt que de chercher à remplacer Ethereum. Et c'est le cas du coup d'Arbitrum. Selon moi, le fonda, oui, est intéressant. Alors, d'un point de vue technique, on est dans un range, clairement dans un range à l'heure actuelle, précédé par une déviation baissière, d'accord, donc là on est venu prendre la liquidité, on a réintégré assez rapidement. Donc voilà, dans ce genre de conditions, la meilleure chose à faire, c'est de chercher à se positionner sur les extrémités et de prendre profit sur l'extrémité haute. Pour le moment, voilà, on est dans un range. Si je mets les moyennes mobiles, on va sûrement avoir des moyennes mobiles assez plates. Voilà, on a notre 4 heures qui est tout plat, le 1 heure qui est plat, le 15 minutes qui est plat. Ici, on n'a pas de tendance qui est réellement amorcée. Ici, on voit qu'on a une réelle tendance baissière. Le 1 heure crash, il est bien vertical. Où là, c'est des opportunités de short. Ici, moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans un range. Donc, les traders de tendance, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qui, pour eux, pour qu'ils se réveillent, les traders de tendance, ça serait d'avoir une cassure de ce niveau-là. Où ici, ok, on ferait un creux, un sommet, creux de plus en plus haut, et là ça serait intéressant. Et si on fait ça, on aurait de fortes probabilités de revenir chercher cette précédente zone, d'accord, c'est notre ATH là, notre top de marché. Après ça dépend des listings en fonction des exchanges. On a eu des mèches beaucoup plus hautes que les $2. On a été chercher beaucoup plus haut de mémoire, je sais plus où, mais du 7-8 $, j'avais vu, je crois, sur un exchange. Mais voilà, moi je prends vraiment les clôtures, ça c'est le genre de mèche que je compte pas trop en général quand j'analyse une crypto-monnaie. Et voilà, si on a une cassure de ce niveau-là, grande chance de revisiter notre zone d'offre ici, où il y a eu une distribution qui s'est faite. Je vais juste mettre des extensions de Fibonacci. C'est inversé, c'est vrai. Et voilà, notre zone de prise de profit théorique ici nous indique qu'on a de grandes chances de revenir. Si on a une cassure de ce niveau-là, notre zone de profit théorique se trouve dans ce niveau-là. Donc voilà, on a une bonne confluence ici vers les 1,6 $, pour chercher, pourquoi pas, à prendre des profits, ou pas spécialement prendre des profits, mais se dire ok, c'est une zone où potentiellement on peut avoir une rejection du marché, comme on a fait ici. Donc voilà, ici on est potentiellement dans une accumulation pour faire une distribution beaucoup plus haute, toujours s'adapter en fonction de ce que le marché nous donne, mais quelqu'un qui chercherait à se positionner
à la cassure ou autre. Ici, il doit y avoir une prise de profit partielle. Je dis pas de prendre une prise de profit totale, mais voilà. Après, pareil, est-ce que vous êtes dans un but spéculatif? Est-ce que vous êtes dans un but investissement long terme? Donc là, la technique va pas trop jouer, hein, parce qu'on a une charte beaucoup trop jeune pour vraiment se baser sur la technique. Donc dans ce cas-là, on va se reposer que sur le fondamental et la tokenomics. Mais voilà, on peut avoir comme ça plusieurs éléments à prendre en compte. Maintenant, d'un point de vue spéculatif, comme je dis, à part traiter ce range ou faire du trading sur du court terme, sur de l'intraday, voilà, pour le moment, il n'y a pas trop d'opportunités. Ici, on retrouve une zone de confluence, on a une zone de support. Là, on va se trouver à l'heure actuelle, mais voilà, c'est du très très court terme. Mais en général, quand je fais des analyses, je préfère parler investissement, éventuellement swing trading. C'est rare que je propose quelque chose en intraday, puisque ça bouge assez vite. Même si je l'ai déjà fait, voilà, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Donc voilà, moi personnellement, le signal qui serait encourageant, ça serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Là, on aurait vraiment une confirmation avec ceux qui l'aiment bien, là, une épaule, tête et épaule, d'accord, ou plus simplement une structure en W, et on aurait une confirmation que notre tendance haussière est validée. Pour le moment, on est dans un range, donc on cherche pas à prédire la cassure de ce range-là, on ne sait pas si on va le casser à la hausse ou à la baisse, donc soit on agit sur les extrémités, ou soit on attend une confirmation de clôture au-dessus de ce niveau-là pour se dire ok, le range est validé, et là dans ce cas-là, cette zone qui faisait office de résistance fera office de support. Pourquoi? Parce que tous les shorts qui sont rentrés ici et qui sont rentrés ici, quand on sera ici, ils auront la tête sous l'eau, ils seront en négatif tout simplement, et le fait qu'on vienne chercher leur prix d'entrée, d'accord, ils ont une opportunité de sortir à break-even, et c'est souvent ce que font les traders, hein, quand on a une cassure comme ça, on revient chercher leur ordre d'entrée, ici ils sortent à break-even, et c'est pour ça qu'on crée ici une zone de support, et qu'on flippe cette zone de résistance en zone de support, parce que le fait qu'on a des shorts ici qui sortent de position, et ben tout ça c'est ils rachètent leur position. Un short, c'est un futur acheteur, comme un long, c'est un futur vendeur, et du coup ici c'est pour ça que cette zone là est maintenue. Donc voilà, c'est globalement le play à faire, hein, sur ARB. Soit vous vous placez sur les extrémités, soit vous attendez une nette cassure, tout simplement. Ok, maintenant on va faire une analyse de la tokenomics. Alors je vais direct aller sur Token Lock, voir de la manière où se fait la répartition, la distribution des jetons entre différents acteurs, et surtout le déblocage, comment il va être fait dans le temps, comment il va être débloqué, parce que lors de la création d'un projet comme ça, vous avez des tokens, une partie qui est tout simplement mis dans un smart contract et qui va être débloqué au fur et à mesure. Donc on voit ici qu'on ça a été réparti en 5 acteurs. On va avoir le DAO d'Arbitrum, où voilà, ici les tokens ont directement été libérés et mis en circulation, et on a deux acteurs qui va être les early investors, donc ceux qui ont pu bénéficier d'un prix assez bas sur Arbitrum, et on va voir la team, voilà, tout simplement la team, les advisors, la future team, donc tout simplement l'entreprise en elle-même, qui eux ont leurs jetons qui sont à l'heure actuelle bloqués dans un smart contract, donc c'est-à-dire ils peuvent pas vendre, d'accord, ils ont leur token qui est mis de côté. Donc voilà, on a la répartition des jetons qui s'est fait sur 5 acteurs, on en a 3 où tout l'offre est en circulation, d'accord, tout a été libéré, ok, et le reste est bloqué dans des smart contracts. Pourquoi on bloque ça dans des smart contracts? Parce que ces acteurs-là, les early investors et l'équipe, tout ça, ils ont pu bénéficier d'un token à un prix très très bas. Est-ce que je peux voir ça? On va aller sur Chain Broker, peut-être qu'il me le met lui. Chain Broker, est-ce que j'ai ARB là-dessus? Arbitrum. Voilà, private price, donc ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont eu un prix sur ARB à 12 centimes de dollar. Donc actuellement, ils sont sur une performance de, on va prendre ça, hop, ouais, tac. Donc voilà, ils sont sur un x8. Donc c'est l'une des raisons où on va mettre les tokens dans des smart contracts, parce que si après un x8 les tokens ne sont pas bloqués, il y a de grandes chances que ces early investors et la fondation, l'équipe, ils vendent leurs tokens. Et si tout le monde se décide à vendre, ça peut littéralement tuer un projet, parce que si tout le monde vend les tokens, forte pression baissière, l'offre et la demande, voilà, le projet il va clairement à zéro. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des déblocages par palier, où là, ils pourront tout simplement, soit garder de côté, voilà, holder, ou prendre des profits, bien entendu. Mais après, voilà, en général, quand vous avez déjà fait un x8, vous sécurisez au moins une partie, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça qu'ils sont bloqués dans ces smart contracts, pour ne pas faire une grosse pression baissière. Par contre, attention, on aura une grosse libération des tokens
vers mars 2024, ça peut être une cause hein, qui peut, alors je vais pas spécialement dump le token à mort, mais ça peut être une pression vendeuse qui peut se faire en plus. Là actuellement on a juste l'offre et la demande qui font bouger les prix, mais lorsqu'on aura ici cette distribution, ce déblocage des jetons, et ben on peut s'attendre à plus de ventes côté de l'équipe, côté des early investors, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Mettez-vous toujours à la place des gens. Vous bénéficiez d'un token à 12 centimes de dollars, à l'heure actuelle il est à un prix de 1,12, ça se trouve en mars 2024 il sera beaucoup plus haut, automatiquement vous prenez des profits. Est-ce que vous prenez tout? Pas spécialement, mais voilà, on a quand même ici un gros montant de tokens qui sera distribué. Et après, ça sera distribué par palier jusqu'à atteindre les 10 milliards de tokens en circulation. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc pour résumer, selon moi, le fonda est assez intéressant. La technique pour de la spéculation, oui, il y a des opportunités pour l'investissement long terme, on peut pas se baser sur la technique là-dessus. Et la tokenomics, pour le moment, comment c'est fait la distribution, je suis pas rentré dans les détails, mais pour le moment, il n'y a rien de choquant de mon côté. Maintenant, attention à la distribution, comment elle se fera. Ici, on peut s'attendre à une pression vendeuse. Voilà, si vous voulez vous renseigner plus sur le fonda, vous pouvez trouver ça sur internet, hein, vous cherchez des médias, Coin Academy, CryptoAst, des médias qui parlent de globalement ce que fait ce token, mais même si Arbitrum, explication, marque Arbitrum, c'est quoi, vous allez tout simplement trouver des articles détaillés. Voilà, parfait. CryptoAst qui fait souvent ce genre de page qui est assez intéressant, et voilà, qui explique globalement en détail, en rentrant vraiment dans les détails. Des fois c'est un peu technique, hein, ça dépend de votre expérience que vous avez sur l'écosystème crypto, mais ça vous explique tout, à quoi sert Arbitrum, sa manière de fonctionner, pourquoi il aide à la scalabilité d'Ethereum. Voilà, ce genre d'article, si vous voulez, je vous le mettrai en description si vous voulez lire, vous pouvez... après il n'y a pas que CryptoAst, hein, mais il y a des vidéos, voilà, toujours méfiez-vous quand même d'où vous regardez, mais en général, d'un point de vue explication d'un projet, c'est pas compliqué, souvent le taf est toujours bien fait, mais lisez plusieurs articles pour savoir globalement d'avoir de sortes de confluence d'informations pour être sûr que vous lisez des choses qui sont bien mises. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.